était porté par un État-nation, et le prototype même de l'État-nation, la République française. Il en était de même, à des nuances près, de l'Empire colonial britannique. Bon, à ceci près que le royaume d'Angleterre était un royaume plurinational, mais qui exerçait donc une domination impériale sur son empire colonial, etc., etc. Donc il peut y avoir des formes de superposition, mais quand même, grosso modo, on est passé d'un type de domination à un autre. La domination impériale, contrairement à ce que l'on pense souvent, est une domination qui n'a pas forcément le visage de la cruauté. Il ne s'agit pas de s'en faire une vision bisounours, hein, mais il faut bien comprendre que l'Empire domine par la reconnaissance et l'instrumentalisation de la différence. L'Empire ottoman, par exemple, n'a absolument pas été un empire persécutant les chrétiens, etc. Ça ne fait pas forcément plaisir. J'espère que Boris ne va pas m'assassiner compte tenu de ses origines familiales. Mais contrairement à ce que pense l'historiographie nationaliste dans les Balkans, l'Empire ottoman n'a nullement persécuté l'Église orthodoxe et a gouverné par le truchement de l'Église orthodoxe. Et être chrétien dans l'Empire ottoman, ça n'était pas un problème, ou en tout cas pas un gros problème. Et de même, l'Empire des Habsbourg n'a pas été la prison des peuples que les nationalistes tchèques ont fantasmé. C'était un empire qui reconnaissait les différences culturelles et linguistiques, qui bientôt deviendront des différences nationales. Et simplement, bien entendu, il s'agissait de domination. Il ne s'agissait pas comme ça de tolérance ou de choses de ce genre. Mais c'était une domination par la reconnaissance et l'instrumentalisation des différences. L'État-nation, lui, il va centraliser ce qui était très largement décentralisé dans les empires, ne serait-ce que pour des raisons technologiques, hein, faute de moyens de communication, etc. L'État-nation va centraliser culturellement et politiquement et administrativement la domination politique. Va définir l'appartenance politique à cet État-nation en termes ethno-religieux. Je ne veux pas être trop long, je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Si cela vous intéresse, puisque la librairie a eu la gentillesse de porter ce livre qui effectivement demande un minimum d'énergie, ne serait-ce que pour le transporter, je vous renvoie au chapitre 2 et 3 de l'énergie de l'État, où j'essaye d'analyser plus précisément ces différences entre la domination de l'Empire et la domination de l'État-nation. Mais ce qu'il faut voir, c'est que l'État-nation, contrairement à ce que l'on pense dans notre imaginaire, il ne naît pas de la nation, c'est l'État-nation qui crée la nation, et qui crée l'identité, et qui va la définir généralement en termes ethno-religieux. Donc le turc, par exemple, c'est le sunnite de rite hanéfite, donc le musulman de rite hanéfite, et tous les Turcs, tous les citoyens turcs qui sont juifs, chrétiens, voire sunnites de rite chafi, comme la plupart des Kurdes, sont des citoyens de seconde zone. Être bulgare, c'est être orthodoxe et ethniquement bulgare, et tant pis pour la grosse minorité turcophone, etc. etc. Tant et si bien que le mode opératoire et l'ingénierie de base de l'État-nation, c'est la purification ethnique. Alors, elle peut se faire sur un mode relativement soft, par intégration, par assimilation culturelle, quitte à employer un minimum de répression pour que les gens se fassent assimiler culturellement. Avec beaucoup de répression, ça a par exemple été le cas des Kurdes en Turquie. Être kurde en Turquie, du moment qu'on ne le disait pas, et qu'on ne parlait pas le kurde, ça n'était pas un problème. Vous pouviez être kurde et chef d'état-major de l'armée turque. C'était pas, mais il fallait être turc. C'est-à-dire parler le turc en tout cas afficher sur le mode de la laïcité son appartenance à l'islam. Et on pourrait là aussi multiplier des exemples de ce genre d'assimilation culturelle coercitive, qui n'est pas d'ailleurs un mode d'assimilation culturelle que nous ignorons complètement en France. Hein. On a quand même appris le français aux gamins bretons à coup de taloche. Hein. Et puis
enfin, avant le monde de l'État-nation, on a quand même été assez coercitif dans l'assimilation, par exemple, des Albigeois. Donc, ce ne sont pas des choses comme ça qui sont réservées à des pays exotiques. Le summum de la purification ethnique, c'est le génocide. Donc le génocide des Arméniens, et puis différents autres génocides, on aura l'occasion de reparler tout à l'heure. Et puis vous avez le stade intermédiaire, justement celui qu'on a qualifié de purification ethnique. Par exemple, dans la guerre de Yougoslavie des années 1990, vous tuez suffisamment de gens pour faire partir les autres. Donc vous n'avez pas le rêve fou d'exterminer la population dans son ensemble, mais vous en tuez suffisamment pour rendre la coexistence impossible et pour que chacun rentre, entre guillemets, chez soi. Et c'est ce qui s'est passé, grosso modo, entre Croatie, Serbie, avec le cas naturellement beaucoup plus difficile à résoudre sur ce mode de la Bosnie, puisque vous aviez un enchevêtrement humain qui était encore plus complexe. Mais retenons cette idée que le passage de l'Empire à l'État-nation a comme ingénierie la purification ethnique avec des degrés, avec des intensités différentes. Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'aujourd'hui, nous vivons dans ce monde. Et nous vivons dans le feu de cette ingénierie politique, sociale, et le terme a parfois été utilisé à propos de la Turquie, démographique. Et la quasi-totalité des conflits qui endeuillent la planète aujourd'hui sont issus de ce passage de l'un à l'autre. L'exemple caricatural et qui évidemment nous blesse aujourd'hui très directement, c'est l'exemple israélo-palestinien. Nous sommes là en Empire ottoman, et la dislocation de l'Empire ottoman est passée par l'exacerbation de conflits ethno-religieux. Il faut bien voir que dans cette histoire ethno-religieuse, Dieu est le dindon de la farce, et c'est César qui tient véritablement la barque. Donc c'est le cas, bien entendu, des Palestiniens et des Israéliens juifs, de confession d'appartenance juive. Mais si vous prenez le Liban, si vous prenez l'Irak, si vous prenez la Syrie, vous êtes dans la même configuration de guerre, qui sont des guerres civiles, ou qui sont fondamentalement des guerres fratricides d'empire. Et on ne peut pas comprendre les conflits de la région si l'on fait abstraction, par exemple, de l'impérium ottoman. Et encore une fois, ce qui est important, c'est le passage, parce que ce venin, en quelque sorte, ou ce poison identitaire ethno-religieux, on le voit surgir au cœur même de l'Empire ottoman, au moins dans la seconde moitié du XIXe siècle, et pour se déchaîner, notamment avec le génocide des Arméniens en 1915. Prenons maintenant un autre conflit qui nous occupe beaucoup, l'Ukraine. L'Ukraine, c'est également très largement une guerre de passage d'un monde d'empire à un monde d'État-nation, dans une configuration que j'ai essayé de traiter également dans mon ouvrage Énergie de l'État, qui est une configuration de combinatoire d'empire. La région a vu une superposition et de grande rivalité, naturellement, d'empires. L'empire des Romanov, ceux qui étaient en empire et qu'on qualifie plutôt de république, cet ensemble lituano-polonais qui a dominé Kiev, a été pendant très longtemps, jusqu'à la fin du au milieu du XVIIe siècle, je ne me souviens plus exactement de la date, sous domination lituano-polonaise. L'empire austro-hongrois qui dominait la Galicie. La Crimée était une possession ottomane jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, et était très largement peuplée de turcophones, les Tatars. Donc vous avez une superposition d'empires. Il y a un empire, donc un projet impérial et même colonial que nous avons complètement occulté parce que nous avons souvent un enseignement de l'histoire qui est très ethnocentrique. C'est la paix de Brest-Litovsk en mars 1918. L'armée des Romanov, l'armée russe, s'effondre devant l'armée allemande. Les révolutionnaires russes ne veulent plus de cette guerre.
et brade en quelque sorte l'empire des Romanov en signant la paix de Brest-Litovsk qui reconnaît la domination allemande jusqu'à la Crimée, hein, Ukraine, Crimée comprise. Finalement, l'effondrement de l'Allemagne sur le front de l'Ouest va remettre en cause cette paix de Brest-Litovsk, va rouvrir un cycle d'hostilité qui permettront à l'Union soviétique de reconstituer, grosso modo, les frontières de l'Empire Romanov. Et ça, il faut vraiment le garder à l'esprit parce que Hitler, dans les années 1930, va reprendre le projet de Brest-Litovsk. Et on voit déjà sur ces confins de l'Empire, qui a été, l'historien notamment Timothy Snyder l'a montré, l'épicentre de la Shoah, l'épicentre de l'extermination des Juifs. Donc là, nous sommes vraiment dans une guerre de passage d'un monde d'empire à un monde d'État-nation, avec cet épisode très intéressant de l'Empire soviétique, qui d'une certaine manière était vraiment un empire au sens authentique du terme, reconnaissant beaucoup de différences, du moment que celle-ci se plaçait sous l'étendard de la dictature du prolétariat, et qui néanmoins a travaillé la question nationale avec la fameuse théorie des nationalités de Staline. Et au fond, la dislocation de l'Union soviétique plonge la région dans cet épisode funeste du passage d'un monde d'empire à un monde d'État-nation, parce que bien sûr, le socialisme ne s'est pas dissous dans le marché capitaliste, il a donné naissance à un système d'État-nation ô combien nationaliste, comme le prouve le camarade Poutine aujourd'hui. Ce qui m'amène à rappeler que ce passage d'un monde d'empire à un monde d'État-nation, il intervient à un moment très précis de synergie entre trois dynamiques que l'on a tendance à opposer. L'intégration du monde, l'universalisation de l'État-nation comme modalité de l'intégration du monde, alors que généralement on pense qu'il y a une contradiction entre la globalisation, la mondialisation et l'État-nation. En fait, l'universalisation de l'État-nation est un effet de la globalisation. Et l'idéologie de la globalisation, c'est l'identité, c'est l'identitarisme. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, encore une fois, je vous renvoie à mon bouquin si cela vous intéresse, mais il faut bien voir que les conflits que nous vivons, ces conflits de passage d'un monde d'empire à un monde d'État-nation, ils se développent premièrement dans une économie mondiale capitaliste, où le rapport à la propriété devient exclusif,